quelques personnes vont nous rejoindre. Je procède à l'appel nominal. Donc Anthony Desclosiers présent. Catherine Corbe a donné pouvoir à Magali Cousin. Elle nous rejoindra au cours de la séance. Franck Steinmetz. Présent. Marianne Besmoulin. Présent. Michel Daculcy. Présent. Magali Cousin. Présent. Marc David. Présent. Jean Le Govic. Présent. Edwige Tougeron a donné pouvoir à Marianne Besmoulin. Patrick Cottrel. Présent. Michel Leclanche. Présent. Geneviève Allopé. Véronique Cadieux. Laure Charpentier, Lionel Salver, présent. Arnaud Deniel, présent. Loïc Leroux, présent. Sonia Gruan, Vincent Groussin, Denis Poyera, Marie Grenapin, pouvoir à Lionel Salver, Julien Foussard n'est pas encore arrivé, Delphine Rossard, Clémence Mortier, Henri Samoyau n'est pas arrivé, je ne le vois pas, il va nous rejoindre, Nassera Chabi. Philippe Brasselet, pouvoir à Philippe Bourgeolet. Laurent Daniel. Anna-Sophia Leclerc, pouvoir à Laurent Daniel. Stéphanie Prévost. Myriam Apkoui va nous rejoindre. Emmanuel Froger. Très bien, merci. Élection d'un secrétaire de séance, je propose Lionel Salver. Merci Lionel. Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2023. Y a-t-il des remarques sur le procès-verbal? Pas de remarques. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, comme toutes et tous, j'ai été profondément attristé, choqué, indigné par la démission du maire de Saint-Brévin, Yannick Morez, après qu'il ait subi des menaces et l'incendie criminel de sa maison. Ces actes sont inadmissibles et je les condamne ici fermement. Catherine Corbe, première adjointe, est en ce moment même au rassemblement et représente la ville à la marche de soutien au maire de Saint-Brévin qui est en train de se dérouler. Ces événements sont révélateurs de plusieurs dérives inquiétantes, à mon sens, des dérives inquiétantes de notre époque. Tout d'abord, l'hystérisation du débat public qui montre du doigt les élus de la République, mais aussi les fonctionnaires et toutes celles et tous ceux qui sont en responsabilité pour le bien commun. Même leurs familles sont aujourd'hui prises à partie. Nous sommes entrés dans la société du bouc émissaire, de la stigmatisation dramatique de celui ou de celle avec lequel nous ne sommes pas d'accord, une société des extrêmes et de la radicalité. Notre municipalité se battra toujours contre les idées de l'extrême droite et pour une société de la tolérance et du respect. Les événements de Saint-Brévin soulignent aussi le poids qui repose sur chaque maire de France qui devient responsable de tout ce qui se déroule dans sa commune, même lorsqu'il n'en a pas pris la décision. Être maire, c'est bien sûr représenter ses habitants, mais c'est aussi être un représentant de l'État et de l'intérêt général. Attaquer ainsi un maire ou un élu dans sa vie privée compromet sa capacité, notre capacité, à défendre des sujets qui ne font pas l'unanimité. Un maire construit pour accueillir des habitants, accueille des personnes en difficulté, essaie en permanence de défendre le bien commun et non uniquement celui des particuliers. Lorsque la violence et l'intimidation remplacent le dialogue, c'est la fin de la démocratie. Eh bien, les événements de Saint-Brévin illustrent ainsi de façon dramatique la tournure dangereuse qu'a pris notre pays, le débat politique qui commence à imiter les réseaux sociaux, l'exagération, l'agressivité, l'invective, la critique permanente ont remplacé la nuance, la complexité, la mise en perspective et la capacité à trouver des solutions ensemble. Ce qui s'est passé à Saint-Brévin peut se dérouler dans toutes les communes de France, y compris à Sainte-Luce. Il nous appartient, jusque dans nos assemblées, dans nos réunions, dans nos quartiers, de défendre en permanence
en permanence une démocratie respectueuse et apaisée. Je vous remercie. Y a-t-il des interventions? Monsieur Bourgelet. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon, c'est dans ce sens-là. Merci, monsieur le maire. Donc, nous ne nous étions pas concertés par rapport à la déclaration que vous venez de faire. On avait préparé une déclaration dans ce sens. Donc, je vais vous en faire part. Mais bien évidemment, nous nous associons au message, à votre message, et au message de soutien adressé au maire de Saint-Brévin, M. Yannick Morez, et nous le souhaitons bien entendu de retrouver au plus vite calme et sérénité après ce qu'il a subi, sans même parler du tourbillon médiatique qui s'en est suivi. Malheureusement, il ne faut pas oublier que cet acte, pour aussi dramatique qu'il soit, ne fait que s'ajouter à la longue liste des violences et des incivilités que subissent quotidiennement toutes celles et tous ceux qui se mettent au service des autres. On ne compte plus les bénévoles d'associations, les éducateurs insultés, on ne compte plus non plus les personnels de santé agressés dans l'exercice de leur métier, avec, pour dernier exemple, cette malheureuse infirmière de l'hôpital de Reims, tragiquement et dramatiquement décédée hier. On ne compte plus non plus les pompiers caillassés, les policiers et les gendarmes tabassés, toujours dans l'exercice de leurs fonctions, les différentes personnes qui travaillent dans les fonctions d'accueil du public, de la clientèle, qui se retrouvent en première ligne et qui font face parfois avec des situations délicates à gérer. On a aussi les professeurs menacés. Alors, on a plein de situations. Donc ce ne sont que des exemples, mais qui sont là pour justifier et pour expliquer, parce que la liste est bien trop longue malheureusement. Donc le cas du maire de Saint-Brévin est hélas symptomatique d'une société qui, par certains aspects, part à la dérive et dans laquelle le respect et la morale sont en train de devenir des concepts d'un autre temps. Il est sans doute plus que temps de rappeler la devise qui figure au fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité, et de travailler sur la société que nous voulons pour nous et nos enfants. Une société qui protège ses concitoyens et leurs opinions, une société qui appelle à l'écoute et au dialogue, une société qui se base sur le respect de règles communes qui font la force de notre nation. Alors au travers du cas du maire de Saint-Brévin, qui encore une fois n'est pas un cas isolé, vous l'avez rappelé, et cette situation ne se cantonne d'ailleurs pas qu'aux seuls élus de la République, nous formulons, notre groupe, nous formulons le souhait que les décideurs, quel que soit leur bord politique, œuvrent au travers de leurs décisions à enrayer cette violence qui gangrène notre société, décision à prendre bien évidemment avec lucidité, mais aussi avec fermeté, car il n'est jamais trop tard pour agir. Voilà ce que nous souhaitions rajouter à votre déclaration d'entrée de conseil municipal. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bourgelet. Je crois que nos deux interventions se complètent bien et donc nous sommes parfaitement d'accord avec vos propos. Merci à tous pour ce premier temps d'échange et je vous propose d'entrer dans le vif du sujet du conseil municipal avec une légère modification de l'ordre du jour puisque les délibérations concernant territoire engagé pour la nature et les deux délibérations sur les études urbaines seront présentées après celles liées à la commission ressources et à la commission finances. Et donc, je propose de démarrer ce conseil municipal par les délibérations concernant les finances. Je reprends ma liasse de délibération et je passe la parole à Michel Daculcy concernant la première délibération sur le compte de gestion. Donc, ce projet de délibération, en mettant le micro sera un peu mieux, concerne le compte de gestion 2022 sur l'approbation. Nous vous proposons d'approuver ce compte de gestion 2022 du budget principal dressé par le trésorier de la commune. Après l'avis de la commission ressources, vu le code général des collectivités, et après s'être présenté les différents budgets primitifs et supplémentaires du exercice 2022 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées, celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats,
Le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Après s'être assuré que le trésorier ait repris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui étaient prescrites de passer dans ses écritures. Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire. Statuant sur l'exécution du budget exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires. Statuant sur la comptabilité des valeurs indicatives. Donc, la délibération que l'on demande, c'est approuve le compte de gestion dressé pour l'exercice 2022 par le trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur et déclare qu'il n'appelle ni observation ni réserve. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Merci. Délibération suivante. Le compte administratif. Michel Daculcy. Alors, ce compte administratif, donc, qui est une étape importante dans une vie municipale, après le débat d'orientation budgétaire, puis le budget primitif, la troisième phase principale d'un budget est le compte administratif. Le compte administratif met en évidence l'état réel de la situation financière de la commune en dépenses et en recettes. En qualité d'adjoint aux finances, il est agréable de présenter un compte administratif qui, vous allez le voir, présente une très bonne situation financière pour notre commune, malgré un contexte économique difficile. Donc, ce compte administratif, je me tourne une fois pour éviter d'avoir entorticulé par la suite. Alors, l'année 2022 a été marquée principalement par l'emballement de l'inflation. Tout à chacun, l'UCA, l'UCL, vous avez pu le constater, à tous les niveaux, que cette inflation a été forte en 2022. En 2021, dès 2020, même fin 2020, ça a commencé à se développer, à augmenter. En 2021, un peu plus, avec 1,6% d'augmentation de l'inflation en 2021, et pour atteindre en 2022, à la date où nous parlons, à 5,2%. De ce fait, des dépenses supplémentaires pour la ville de plus de 300 000 euros. L'énergie, on peut citer l'énergie à plus 110 000 euros. Une revalorisation des agents décidée par l'État à compter du 1er juillet 2022. Pour 2022, ça a été la moitié d'année à hauteur de 160 000 euros. Et en année pleine, nous sommes à 320 000. Voilà les deux phénomènes principaux concernant ces dépenses supplémentaires de 300 000 euros. Cet emballement de l'inflation. En conséquence, la section de fonctionnement a bougé en tenant compte de cela. Donc, il y a une évolution des recettes et des dépenses de fonctionnement entre 2019 et 2022. Vous le constatez sur le graphe, pour atteindre en 2022, ce compte administratif, 18 922 706 euros. Les recettes, elles, ont augmenté donc de 3,5% et les dépenses de 5,5%. Les dépenses pour atteindre 15 62 022 euros. L'année 2020 a été une année atypique, tout simplement à cause de la sortie Covid, des éléments importants, et en même temps, on verra par la suite, des recettes concernant surtout des droits de mutation qui ont bougé la donne. Nous arrivons à un retour d'une activité un peu plus normale. La progression des dépenses principalement liées à l'inflation, comme je l'ai dit, qui impacte les dépenses des services ainsi qu'à la masse salariale. Près de 40% de cette évolution sont dues à cela. La légère progression des recettes, l'encaissement exceptionnel des droits de mutation en 2021 explique ce fléchissement. En 2021, nous avions eu 1,5 million de recettes de droits de mutation. En 2022, nous atteignons 1 million. Vous constatez donc une baisse de 0,5, même si dans notre budget primitif, nous avions prévu que 0,6. À chaque fois qu'on présentait les budgets primitifs, nous avions dit que c'était des recettes qu'on pouvait difficilement prévoir à la même hauteur d'une année sur l'autre. Donc nous anticipions une baisse. On avait prévu 0,6, nous avions 1 million. Certes, c'est moins que l'an passé, mais nous pouvons aussi nous en satisfaire.
l'évolution des épargnes. Vous constatez que l'épargne dégagée en 2022 en épargne brute est à 3 414 588 et l'épargne nette, c'est avec le remboursement du capital des emprunts qui tombe à 2 594 152. Le niveau d'épargne brute en 2021 avec un caractère exceptionnel, j'en ai parlé concernant la forte rentrée des droits de mutation. L'épargne brute, certes, est en diminution, mais avec cependant un niveau élevé et largement supérieur à la trajectoire financière prévue au ROB 2021. Nous avions prévu au rapport d'orientation budgétaire 2021 2,4 millions. Et même au BP 2022, on avait prévu en épargne brute 2,7 millions et nous sommes à 3 414 000. La recette de fonctionnement, les équilibres de la recette de fonctionnement, en l'occurrence les recettes. Vous constatez qu'il y a des plus, il y a des moins. Concernant les taxes concernent la fiscalité locale, les droits de mutation, les taxes sur l'électricité, la TLPE, les taxes sur les terrains devenus constructibles qui sont à 0 cette année, puisqu'il n'y a pas eu de rentrée par rapport à cela, et d'autres taxes. Ces taxes diminuent de 69 488 €, soit une petite baisse de 0,6%. Les dotations de l'État. Les dotations de l'État, il y a plusieurs dispositifs. La DGF, le dispositif de dotation générale de financement, il y a un dispositif d'écrêtement et nous sommes écrêtés dû à la santé de la ville et puis à ses composantes diverses. Nous sommes écrêtés de 3,4%. Donc, nous perdons 23 031 €. La DNP, la dotation nationale de péréquation, qui baisse de 1 000 €. La compensation sur les exonérations, par contre, qui augmente, elle, de 12 000 €. Il y a des exonérations de foncier par l'État et nous avons une dotation de compensation. Nous avons une dotation d'employés aussi, 2 000 € en 2022, avec un reliquat. Cela n'existe plus, on n'aura plus ça les années suivantes. Le FCTVA, c'est un retour de la TVA sur le fonctionnement de 8 000 €. Et les autres recettes, en l'occurrence des titres sécurisés, les élections, où on touche 7 000 € pour les élections, par exemple. Et la hausse, par contre, est principalement due à des subventions pour la reprise du recensement en 2022. Les dotations de Nantes Métropole. Les dotations de Nantes Métropole, nous avons l'attribution de compensation. Avec le nouveau pacte financier, ça a fait l'objet d'une délibération lors d'un précédent conseil municipal de plus 66 000 €. Et la dotation sociale de compensation qui est à plus 29 241 € pour atteindre 749 797. Nous avons la recette des services. La recette des services, vous constatez que nous arrivons donc à une évolution de 10,3%. La tarification des services, après une baisse en 2020, retrouve pratiquement le niveau de 2019. Les antennes, la hausse est due à un jeu d'écriture comptable, il y a eu un changement d'opérateur, et donc il y a un changement d'opérateur à hauteur de 40 000 €, ce différentiel. La refacturation de la DSP, la délégation de services publics pour la multi-accueil Félix Tessier, le reste à charge est passé de 62 828 € à 33 258. Le droit de place, les droits de place, ce sont les droits que payent pour le marché et puis différents commerçants, en l'occurrence l'occupation par exemple des trottoirs. Les autres recettes, qui s'appellent sur le tableau derrière vous les autres dotations, nous avons la région, 6 000 €, le département qui baisse de 500 €, le groupement de collectivités, nous passons à 0. Mais la principale hausse sont les recettes de la CAF. Les recettes de la CAF qui augmentent de 57 000 € pour passer à 751 220, surtout dû à la bonne santé des activités enfance-jeunesse. Donc c'est un service qui se porte très très bien et qui augmente justement ses capacités d'accueil, d'où cette augmentation de recettes de la CAF. Nous avons l'autre ligne que vous constatez aussi, ce sont les loyers. Les loyers de la gendarmerie sont identiques par rapport aux autres années. La DSP, puisqu'on a dit qu'on allait changer justement de délégation de service public par rapport au multi-accueil. Le loyer est désormais versé à la ville
et il sera ce loyer-là de 144 000 € en année pleine. Les autres loyers par rapport à différents logements qui sont loués à différentes personnes sur la commune de Sainte-Luce à hauteur de 66 724 €. Et autres, enfin, des écritures exceptionnelles comme les assurances, des trucs exceptionnels, des changements de chapitre à hauteur de 11 457 €. Et nous avons les autres produits avec des aides au personnel qui ont donc, où il y a un différentiel de 50 249 € dû à des décalages de remboursement. La prime inflation, plus 21 000 €. Les autres, ce sont les ventes des maisons rue de la Loire à hauteur de 446 000 €. Et le remboursement des budgets annexes qui sont stables. Voilà pour ces recettes de fonctionnement. Une fois qu'on a des recettes, nous pouvons engager des dépenses. Et nous arrivons donc aux dépenses de fonctionnement 2022. Avec la dépense des services, vous constatez les dépenses des services augmentent de 8,96%. Si on fait un tout petit comparatif par rapport à tout à l'heure, nous avons vu que les recettes des services augmentaient de 10,3%. L'impact inflation qui augmente, donc qui impacte de 153 000 €, avec différents événements aussi, comme la fête des Bords de Loire, plus 55 000 €. Le changement de DSP, comme il y a différentes écritures qui ont bougé, nous avons donc en dépenses des services 49 000 € pour la DSP. Si question est posée sur ce changement de DSP, je pourrais avoir des détails complémentaires si vous le souhaitez. Certaines dépenses non plus n'ont pas été faites, comme les masques, les protections pour les élections et autres, et les séjours, donc plus 18 000 €. Les dépenses de personnel, avec une augmentation de 567 000 €, j'en ai parlé tout à l'heure, l'augmentation du point d'indice décidée par l'État de 3,5%, qui équivaut à 160 000 € pour l'année 2022. La prime de précarité, pour limiter concernant les problématiques de contractualisation. La prime d'inflation, 9 000 €, et la revalorisation des agents de catégorie C, qui ont un coût de 40 000 €. Tout ça pour arriver donc à une dépense de personnel par rapport à ces 4 points-là de 383 000 €. Les dépenses de personnel rentrent aussi, mais peut-être que par la suite, il y aura Marc David qui interviendra sur ce sujet. Ça a été des choix politiques. Les choix politiques, c'est l'effort concernant la déprécarisation pour 10 agents, le besoin d'agents de remplacement. Il faut savoir que quand un agent est absent, on se doit de le remplacer, dans la mesure du possible, bien sûr, et ça a un coût supplémentaire. La réinternalisation d'une partie de l'entretien des locaux, comme Bidibule et l'école des Tilleuls, la reprise de l'activité culturelle après la crise Covid, la reprise du recensement aussi, ça a un coût de payer des agents pour le faire, un poste d'assistante RH à hauteur de 16 000 €, la coordination d'entretien des locaux, le contrôle des passes sanitaires à la médiathèque, et ce choix politique, comme j'ai dit en entrée, effectivement, c'était pour maintenir un service public de qualité. On y reviendra par la suite. Les subventions sont en baisse de 25 000 €. Alors, les événements culturels, moins 19 000 €. Le CCAS, plus 3 000 €. Le GEC, puisque c'est proportionné au nombre d'enfants scolarisés, avec moins 10 000 €. Et les associations diverses, moins 2 000 €. La ligne indemnité élus et la formation des élus est à moins 6 000 €. Les charges financières, comme il y a une diminution de l'encours de dette, nous arrivons à moins 21 000 €. Et un prélèvement SRU et FPIC, qui est le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. Donc le SRU, c'est une pénalité que nous avons quand nous n'atteignons pas un certain pourcentage de logements sociaux sur la commune. Même si c'est en baisse, nous avons quand même des pénalités par rapport à ce prélèvement, mais c'est en baisse de 2 638 €. Et enfin, les autres charges, la participation de l'apprentissage à la natation, 17 000 €, le centre local d'information et de coordination, le financement des élèves du C1 scolarisés ailleurs. On se doit de financer les communes qui accueillent nos enfants pour ceux qui habitent sur la commune, les droits d'auteur, le remboursement des familles et l'annulation de rattachement. À chaque fois qu'on a un conseil municipal, rappelez-vous, nous avons des annulations sur différents points. Voilà concernant donc
ces dépenses de fonctionnement. Les dépenses d'équipement, vous constatez qu'en 2022, le compte administratif affiche 3,6 millions de dépenses d'équipement. Un volume d'investissement supérieur à 2021, dont presque la moitié concerne le terrain de football Philippe Porcher. Nous pouvons constater que les grands projets sont réalisés ou sont en cours. Le terrain de football Porcher, l'hôtel de ville qui verra son inauguration en septembre, et le groupe scolaire du centre où les travaux sont bien avancés. L'encours de dette. L'encours de dette qui ne cesse de baisser et en 2022 pour atteindre 7,3 millions d'euros. Les dettes que peut avoir la commune sont sécurisées principalement des prêts à taux fixe, non soumis au risque et étalés jusqu'en 2035. Je n'aime pas citer les comparaisons, mais même si comparaison n'est pas raison, c'est toujours intéressant d'avoir un petit indice, même si je ne suis pas spécialement attaché aux indicateurs. Si on se compare à des communes de même strate, à Sainte-Luce, l'encours de dette par habitant est de 471 euros. Et je pense que c'est intéressant pour les Lucéens de prendre ces chiffres en tête. Donc, un habitant lucéen, la dette par habitant est de 471 euros. Alors que la moyenne nationale sur les communes de la même strate est de 816 euros. La capacité de désendettement. Nous sommes à 2 années 15. À quoi correspondent ces 2 années 15? Si toute notre épargne était consacrée au remboursement de la dette, nous mettrions 2 années 15 pour tout rembourser. En 2021, nous étions à 2,03. Vous avez vu dans les graphes précédents, les courbes, que forcément, sachant que les dépenses sont maintenues à 5,5% et que les recettes à 3 et 3,5, forcément, il y a un décalage et que nous tombons à 2,15 années en 2022. C'est un niveau très faible concernant ce désendettement et bien en deçà du seuil de vigilance, puisque le seuil de vigilance, comme vous pouvez le constater, est à 10 ans. Le fonds de roulement, en conséquence, est abondé et en 2021, il était à 9,51 millions. En 2022, il sera à 9,45 millions, dû aux différents éléments qui ont été présentés tout à l'heure. Ce niveau est supérieur à celui du début de mandat, alors que 9,3 millions de dépenses d'équipement ont été réalisées. Ces réserves seront mobilisées dans les années futures pour assurer le financement des équipements. C'est l'objet et l'objectif de toute réserve. Les résultats du budget de la ville. Dans la section de fonctionnement, donc, nous avons en recettes de fonctionnement 18 922 706. En dépenses, 16 126 104 euros en comptant les opérations d'ordre, soit un résultat de 2 796 620, qui se rajoute donc au résultat reporté de 2021 de 8 718 994. Et nous arrivons à un résultat que vous voyez affiché donc de fonctionnement de 11 515 596,30. Dans la section d'investissement, nous avons un report de 1 893 421, un résultat d'exécution après le compte administratif 2022 de 172 211 euros, donc avec un résultat de clôture de 2 065 600, 2 065 000 633, et avec un solde à réaliser de 5 828 euros. Et nous arrivons aux 2 071 462 euros. Ce qui fait un total, la section de fonctionnement étant à 11 515 000, la section d'investissement étant un solde négatif, comme à chaque fois pour l'investissement. Les deux, la section de fonctionnement doit compenser ce manque en section d'investissement, et nous arrivons à un résultat de clôture de 9 444 134 que vous retrouvez dans le chiffre précédent. Le compte administratif 2022, ce qu'il faut en retenir après mon introduction. Le niveau d'épargne est très bon. Notre taux d'épargne est de 18,4% des recettes.
Il est généralement admis qu'un ratio entre 8 et 15% est satisfaisant pour une collectivité, que le fonds de roulement qui permettra de continuer nos investissements est confortable à 9 450 000 euros, que l'encours de dette baisse, 7,3 millions, un niveau très bas jusque-là jamais atteint, que la capacité de désendettement, 2,15 années, est à un niveau très en deçà du seuil de vigilance. Tout cela, malgré une conjoncture complexe, après la crise Covid, qui est, nous espérons, derrière nous, la crise internationale avec la guerre en Ukraine et une inflation jamais connue à un tel niveau depuis 40 ans. Nous n'avons cessé d'être vigilants à la conjoncture et avons déroulé notre feuille de route pour laquelle nous avons été élus, avec réflexion et responsabilité. Il en sera de même dans les exercices futurs. Nous avons eu la volonté de maintenir un haut niveau de service public au service de tous les lycéens, de continuer à accompagner les lycéens face aux difficultés actuelles, de continuer notre politique environnementale, de faire vivre la participation de tous les lycéens, d'entretenir et d'améliorer notre patrimoine. D'autres communes ont fait le choix d'augmenter le taux d'imposition. Cela n'a pas été notre choix, c'était notre engagement et nous le tenons. C'est vrai, ces actions ont un coût. Oui, en 2022, nos dépenses de fonctionnement ont progressé de 5,5%. Rappelons une inflation à 5,2%, mais nous l'assumons. C'est le choix que nous faisons d'un service public optimal et fort heureusement des recettes qui demeurent dynamiques à plus 3,5%. Ce bilan financier est un résultat collectif. Les agents des services municipaux sont conscients de la responsabilité qu'ils ont envers les deniers publics et font preuve d'imagination pour les optimiser, sur le court, le moyen et le long terme, pour les dépenses qui préparent l'avenir de la commune. Je me permettrai une petite remarque. J'ai eu l'occasion de constater le travail conséquent des services pour élaborer ce compte administratif, un travail de fourmi, et nous ne voyons à travers ce compte administratif qu'un tout petit morceau de la partie visible de l'iceberg. Des centaines de lignes budgétaires, et c'est leur quotidien. Merci à eux. Enfin, remerciement à l'équipe municipale qui a fait preuve de responsabilité en faisant des choix parfois difficiles, mais nécessaires, et en suivant tout au long de l'année la bonne exécution du budget qui nous permet d'avoir ces résultats au compte administratif. Merci. Merci Michel pour cette présentation du compte administratif 2022, une photographie des comptes et des finances communales sur cette année 2022. Y a-t-il des interventions, chers collègues? Pas d'intervention? Pas du tout. Très bien. Écoutez, on va passer au vote. Alors, comme vous le savez, je ne peux pas voter ma propre gestion et donc je passe la présidence de séance à Franck Steinmetz et qui va attendre que je sorte. Il attend. Merci, monsieur le maire. J'attends que vous sortiez effectivement. Merci. Chers collègues, nous allons donc procéder au vote de cette délibération. Qui est contre? 7 personnes. Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté. Merci, chers collaborateurs. Chers élus, pardon. Lapsus révélateur. C'était un peu court comme pause. On fera après. Oui, très bien. Merci. Hop. Délibération suivante. Délibération suivante. Michel Daculcy, l'affectation des résultats. Vous venez d'approuver le compte administratif 2022. Il convient par conséquent de prendre acte des résultats et de décider de leur affectation. La comptabilité M57 qui s'applique à notre budget principal impose de délibérer sur l'affectation du résultat de fonctionnement. Selon la M57, il convient d'affecter en priorité à titre obligatoire le résultat cumulé excédentaire de fonctionnement provenant du compte administratif 2022 à la couverture du déficit de la section d'investissement, y compris les restes à réaliser constatés au compte administratif 2022. Le solde peut être affecté soit en fonctionnement, soit en investissement. Cependant, cette affectation facultative en investissement est à déconseiller car elle bloque les crédits dans cette section.
Au contraire, ces crédits laissés en section de fonctionnement peuvent toujours être réimputés en investissement à titre prévisionnel par le biais de l'autofinancement. Comme ça a été présenté dans les diapositives avant, le budget ville présente un résultat cumulé de fonctionnement de 11 515 596,30. La section d'investissement possède un solde d'exécution négatif à 2 65 633,39 € et un solde de reste à réaliser de 5 828,65 €, soit un résultat négatif global de 2 71 462. Vu l'avis de la commission, et après en avoir délibéré, donc le résultat cumulé, c'est l'affectation du résultat de fonctionnement en investissement de 2 71 462,04 €, le résultat maintenu en section de fonctionnement de 9 444 134 €. Et on augmente donc ce fonds de roulement de 725 000 €, comme vous avez pu le voir dans les chiffres précédemment. Merci Michel. S'il n'y a pas d'intervention, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Délibération suivante, le budget supplémentaire. Michel. Donc ce budget supplémentaire, ce projet de délibération, des ajustements budgétaires rendent nécessaire l'adoption d'une décision modificative du budget ville. La décision modificative qui vous est présentée reprend les résultats et restes à réaliser constatés au compte administratif 2022. Il s'agit donc d'un budget supplémentaire. Il comporte des ouvertures nouvelles en dépenses, 100 000 € d'autorisation de programme de l'hôtel de ville, la PCP, et des ajustements de chapitres en dépenses qui s'équilibrent. Donc les principaux éléments de ce budget supplémentaire, c'est les rajustements de chapitres, en l'occurrence l'accompagnement des jardins familiaux, le terrain chapeau et la rénovation de logements. Et les 100 000 € de l'autorisation de programme pour l'hôtel de ville. Et vous avez donc en complément les éléments par rapport à la suite justement sur cet AP pour l'hôtel de ville. Voilà ce budget supplémentaire pour approbation. Merci. Alors, APCP pour ceux qui nous regardent, autorisation de programme et crédit de paiement, mais Michel va tout vous expliquer ensuite puisqu'on en parle juste après. On en parle juste après. Y a-t-il des questions sur ce budget supplémentaire? Des interventions? Oui, Monsieur Bourgelet. Voilà. Un coup c'est vert, un coup c'est rouge. Ouais. En fait, c'est le contraire. C'est quand c'est rouge, il faut parler. Bon, juste plaisanterie mise à part. Donc, notre groupe s'abstiendra pour le vote de cette délibération parce que, tout simplement, si on n'a pas de raison à s'opposer à la reprise et à l'affectation du résultat sur le budget supplémentaire, nous ne pourrons pas valider l'augmentation de la dépense sur l'APCP, l'autorisation de programme crédit de paiement, relatif aux travaux de l'hôtel de ville, donc augmentation des dépenses. Donc on ne va pas insister puisqu'on va être effectivement, ça va faire l'objet d'une délibération à venir. Donc du coup, comme il s'agit d'une délibération avec plusieurs tiroirs et que nous ne sommes pas en phase avec tous les tiroirs, nous nous abstiendrons. On ne peut pas voter ni pour ni contre. Donc on s'abstient sur cette délibération. C'est enregistré, merci. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Donc les 7 élus de la majorité, de l'opposition. Lapsus révélateur. Les 7 élus de l'opposition. Qui est pour? Cette délibération est adoptée, merci. La délibération suivante concerne le budget culture. Le compte de gestion, délibération 8. Nous vous proposons d'approuver le compte de gestion de 2022 du budget annexe événements culturels dressé par le Trésor de la commune. J'ai lu tout à l'heure je dirais le cadre un petit peu présenté pour le compte administratif, c'est exactement le même. Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires, si vous souhaitez que je refasse la lecture, je peux le faire, autrement je m'en passe. Et puis on passe directement donc à cette approbation de ce compte de gestion 2022
suite à la vision du trésorier. Voilà. Merci. Pas d'intervention. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Merci. Délibération suivante. Le compte administratif concernant le budget événements culturels. Michel Daculcy. Et qui apparaît juste derrière moi. Donc, ce compte administratif des événements culturels, vous avez une ligne dans les dépenses de personnel de 193 312 €. Pour ma information, le compte administratif en 2021 était pour ces dépenses de personnel, de 195 191. J'expliquerai sur certains points, et même si Franck aussi souhaite compléter, qu'il n'hésite pas. La saison culturelle, dans les dépenses, 116 964 €. L'an passé, au compte administratif, 125 553. Et dans les autres dépenses, 56 951. L'an passé, 47 748 pour faire un comparatif. Et nous arrivons à un total de dépenses de 367 227. Dans les recettes, la subvention d'équilibre, j'ai parlé tout à l'heure qu'il y avait une baisse de la subvention, en l'occurrence au niveau de la culture. L'année dernière, elle était de 321 000. Location et participation, nous sommes à 5 914 €. L'an passé, nous étions à 1 016 €. La billetterie, cette année, 52 808 et l'an passé, 46 893. Pour un total donc de recettes de 368 222. Le résultat en sort un résultat positif de 995 € qui se cumule au précédent pour atteindre 4 511 €. Les éléments marquants qu'on peut signaler sur ce compte administratif, c'est la baisse de la subvention d'équilibre, j'en ai parlé tout à l'heure, la baisse aussi du recours aux intermittents et l'augmentation surtout des fluides à plus 7 000 € pour Nigeria. Voilà. Le résultat du budget événement culturel par rapport aux chiffres que vous avez pu voir et que je vous rappelle, donc en dépenses de fonctionnement, 367 227, en recettes de fonctionnement, 368 222,29, ce qui fait donc un résultat cumulé avec le précédent pour se porter à 5 506,37 €. Voilà ce compte administratif. Merci Michel. Y a-t-il des interventions sur ce compte administratif du budget événements culturels? Pas d'intervention. Je vais faire comme tout à l'heure et laisser la présidence de séance à Franck Steinmetz. Voilà, chers collègues, je vous propose donc de délibérer qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, merci. Nous attendons le retour du maire après sa petite pause. Merci à tous. Délibération suivante, le budget supplémentaire du budget annexe événements culturels. Justement budgétaire rend nécessaire l'adoption d'une décision modificative du budget. Alors ça s'appelle budget supplémentaire, qu'on peut aussi appeler décision modificative, puisqu'un budget supplémentaire est de fait une décision modificative. Cette décision modificative qui vous est présentée reprend les résultats constatés au compte administratif qu'on vient de vous présenter. Il s'agit du budget supplémentaire du budget annexe événements culturels. Elle s'équilibre en dépenses et en recettes suivant la répartition par chapitre jointe. C'était donc la répartition que vous avez vue tout à l'heure. Il s'agit juste de l'affectation des résultats, c'est-à-dire que l'excédent qui a été dégagé cette année abonde l'excédent des années précédentes. Voilà, il n'y a aucune particularité à cela. Merci. Y a-t-il des interventions? S'il n'y en a pas, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Merci. Délibération suivante, autorisation de programme et crédit de paiement pour la réhabilitation de l'hôtel de ville. Et c'est toujours Michel Daculcy. Je vais voir un petit peu si vous me permettez. On permet. Merci.
La ville a décidé, pour certaines opérations d'équipement conséquentes, pour des grands chantiers en l'occurrence, de procéder et de recourir à des autorisations de programme et de crédits de paiement. Et c'est le cas pour la réhabilitation de l'hôtel de ville dont on a parlé tout à l'heure et que l'inauguration aura lieu après l'été. Un ajustement de dotation de programme, donc de 100 000 € est proposé pour tenir compte tout d'abord de l'inflation avec les révisions de prix et ensuite de travaux supplémentaires comme les volets roulants, solution qui permet une meilleure étanchéité à l'air par rapport à la solution initiale qui était prévue, et ceux-là, ils sont plus performants. Des nouvelles prestations de peinture ajoutées en cours de chantier, des travaux d'électricité dans la salle du conseil afin de tenir compte du nouvel équipement, puisque la salle du conseil bénéficiera d'un nouvel équipement. Les dépenses totales seront financées par le FCTVA à hauteur d'environ 295 000 €, des subventions de 300 000 € au titre de dotation de soutien à l'investissement local notifié, puisqu'à chaque fois qu'on tient compte d'une subvention, c'est quand on a reçu une notification. On n'anticipe pas sur des promesses ou autres de subventions, et on peut remercier les services par rapport à ça qui sont très attentifs à ce suivi. Et enfin, le conseil régional à hauteur de 95 250 €. Et enfin, de l'autofinancement. Il n'y aura pas de recours à l'emprunt. Voilà concernant cette autorisation de programme. Donc, il y avait eu un montant de l'autorisation de programme qui était 1,5 million, et nous passons maintenant effectivement par rapport aux différentes étapes à 1,8 million de budget pour cet hôtel de ville, avec bien sûr étalé dans l'année jusqu'en 2023 pour le reste à régler. Merci Michel. Y a-t-il des interventions? Je suppose que oui, Monsieur Bourgeolet. Vous lisez dans mes pensées, monsieur le maire. Donc oui, effectivement, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, pour la délibération sur le budget supplémentaire, donc je réaffirme que notre position, c'est que notre groupe ne validera pas cette délibération. Validera pas tout simplement cette augmentation de dépenses sur les travaux de l'hôtel de ville, puisque déjà, on va rappeler notre position de départ, on n'était pas en phase avec les travaux, avec le dossier en l'état en tout cas. Alors, on était à 1,5 million à l'époque, ensuite on est passé à 1,7 million en septembre dernier, donc on est à 1,8 million aujourd'hui. Tout ne s'explique pas par l'inflation, c'est pour toutes ces raisons. Pour rester cohérent avec notre position de départ, on ne validera pas et on votera contre cette délibération. Merci. Cohérent avec la position initiale, donc nous prenons acte effectivement de votre position. Ça me permet quand même de donner des nouvelles du chantier de l'hôtel de ville, donc un chantier qui se déroule bien dans le calendrier prévu initialement. Il y a une première partie qui a été d'ailleurs livrée, donc je rappelle, c'est une opération de rénovation énergétique conséquente, puisque la mairie est fermée depuis juin dernier, donc quasiment une fermeture de plus d'un an au total, et donc on devrait atteindre, je l'espère, les objectifs, et je vous invite évidemment toutes et tous, mais aussi les lycéens, à l'inauguration qui se déroulera le samedi 16 septembre. Les lycéens pourront découvrir une mairie rénovée, avec une salle des conseils rénovée, un accueil nouveau aussi en termes de mobilier, et pas mal d'autres choses, des réagencements, et voilà, normal, un bâtiment qui date de 89, qui a besoin effectivement d'une nouvelle vie. Je mets donc aux voix cette délibération. Qui est contre? Donc cet élu de l'opposition qui s'abstient. Cette délibération est adoptée. Délibération suivante, la taxe locale sur la publicité extérieure au 1er janvier 2024. Je passe la parole à Arnaud Deniel. Merci, monsieur le maire. Cette année encore, et pour la dernière fois, nous allons voter cette délibération, pour la dernière fois, car nous donnons un caractère automatique à cette délibération. Nous avons suivi les recommandations de tarifs proposées par le Code général des collectivités territoriales. L'année dernière, elle était de 16,40 €, et cette année, pour 2024, pour 2023, elle était de 16,40 €. Et pour 2024, elle sera de 17,70 €. On n'oublie pas que sont exonérées les surfaces de moins de 12 mètres carrés, et il y a une réfaction de 50% entre 12 et 20 mètres carrés. Voilà, monsieur le maire.
Merci. Y a-t-il des interventions sur cette délibération? Pas d'intervention. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Merci. Délibération suivante. L'adhésion à l'accord cadre logiciel de seconde main. Donc, nous parlons ici d'économie circulaire concernant la centrale d'achat de l'informatique hospitalière. Et donc, c'est pour la mise à disposition de logiciels. Michel Daculcy. Oui. Nous avons l'occasion d'avoir un accord avec la centrale d'achat de l'informatique hospitalière concernant la téléphonie lors d'un précédent conseil municipal. Et là, il s'avère, donc, je parlais tout à l'heure des services qui sont très attentifs à ne serait-ce que la dimension environnementale par rapport à ce point-là, c'est des logiciels de seconde main. Ça se fait, ils sont aussi performants que ceux qui sont achetés neufs, mais ça permet d'avoir des tarifs intéressants. Et en septembre 2023, donc, la ville va procéder au renouvellement de son infrastructure, serveurs, réseau et sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir que la cybersécurité dans des collectivités et autres sont souvent en première ligne et nécessaire pour éviter d'avoir de gros problèmes de gestion informatique, que ce soit dans les collectivités, hôpitaux ou d'autres structures. Depuis plusieurs années, la centrale d'achat de l'informatique hospitalière propose à son catalogue des licences de seconde main. Donc, ce sont des bons de commande, c'est un accord cadre qui permet des bons de commande et d'installer sur les équipements informatiques des logiciels à moindre coût. Il y a parfois des licences qui sont achetées par les entreprises et puis qui n'ont pas spécialement utilité, donc qui sont revendues à cette centrale d'achat. Nous avons le droit donc d'y adhérer, d'y souscrire. C'est une association loi 901 qui permet une gestion simplifiée de l'achat de fournitures et de services dans les domaines de l'informatique et de la téléphonie. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait effectivement eu une convention pour la téléphonie. Un ensemble de marchés négociés. Elle propose une trentaine de marchés. La mise à disposition des catalogues de produits disponibles dans le cadre de ces marchés se fait de façon unitaire, marché par marché. Alors, il y a une redevance pour l'adhésion à ce marché-là qui est 200 € par an, tout le confondu, mais c'est une adhésion qui est vite rentabilisée et puis qui fait partie d'un esprit d'utiliser différentes choses, en tout cas, en étant de seconde main, en l'occurrence des logiciels. On l'a appris, mais c'est une très bonne chose en tout cas, et on remercie les services de s'y être penchés. Merci Michel. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Merci. La délibération suivante, et je me tourne vers Marc David pour le reversement aux agents concernés des sommes perçues du FPHFP par la ville en remboursement d'avance de frais. Alors, concernant les travailleurs reconnus handicapés, donc dans les entreprises privées qui n'atteignent pas les 6% de travailleurs en situation de handicap, il y a une cotisation qui est versée à la GFIP. Et pour les collectivités, cette cotisation est versée au FIPHFP. Et ces cotisations servent à améliorer les postes de travail, à mettre des équipements à disposition pour les personnes qui sont donc ce qu'on appelle en RQTH. Mais donc ça, c'est valable pour les aspects collectifs, mais des personnes, des agents, peuvent être amenés dans le cadre de leur maladie, de leur cadre de leur handicap, à être obligés d'être équipés, et ils le font de façon individuelle. Et lorsque ils ont cette reconnaissance, on peut obtenir, nous, collectivités, une subvention du FIPHFP. Mais c'est la ville qui le touche. Or, pour pouvoir le reverser à l'agent, eh bien, le trésorier nous demande de passer une délibération. Donc, c'est l'objectif de cette délibération pour tous les cas qui pourront se présenter derrière. Merci. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Merci. Délibération suivante concerne la désignation du référent déontologue des élus. Vous savez qu'en vertu du Code général des collectivités territoriales, celui-ci donne la possibilité pour tout élu local de consulter un référent déontologue qui est chargé de lui apporter tout conseil
qui est utile au respect des différents principes de déontologie. Il est possible dans ce cadre de faire appel à un référent déontologue commun à plusieurs collectivités ou groupements de collectivités. Eh bien, c'est ce que nous proposons aujourd'hui, à l'instar d'ailleurs du Conseil métropolitain de Nantes Métropole et des conseils municipaux de nombreuses communes membres. Il est donc possible de délibérer pour nommer le même référent déontologue. Ainsi, nous vous proposons de nommer à cette fonction M. Cyril Emery, qui est déjà déontologue pour Nantes Métropole et pour la ville de Nantes. Il est à noter qu'un second déontologue devra être recruté. Le principe est simple, chers collègues, si vous avez un doute sur une délibération ou savoir si vous êtes dans une situation, par exemple, de conflit d'intérêts, eh bien, vous pouvez faire appel à cette personne de manière confidentielle et celui-ci bénéficiera alors d'une indemnité de vacation de 80 € par dossier qui sera versée par la commune. Et donc, sur la délibération, vous avez toutes les modalités pour faire appel à ces conseils. Est-ce que ça suscite des interventions, des réactions? Pas d'intervention. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, merci. Délibération suivante, territoire engagé pour la nature. Il s'agit de la présentation du plan d'action et de la sollicitation de financement pour mettre en place ce plan d'action. Et je passe la parole à Lionel Salvert. Merci, Monsieur le maire. Alors, un des enjeux principaux de la transition écologique est de préserver la biodiversité. Lors de la soirée d'hier soir, organisée par la ville, nos amis les apiculteurs, l'UCN, ont rappelé l'importance de cette lutte au quotidien pour cette nature, dont nous ne sommes en fait finalement qu'un tout petit élément. Cette lutte se joue à tous les échelons, du global au local, mais localement, ça demande quelques efforts, notamment financiers. Alors, suite à la mise en place de la stratégie régionale biodiversité et de son schéma de régional de cohérence écologique, la région des Pays de la Loire a développé plusieurs outils, dont le dispositif Territoire engagé pour la nature et le contrat nature. Et ce, afin notamment d'accompagner les territoires dans cette bataille pour la préservation de la vie future. Ces dispositifs de soutien, notamment financiers, peuvent aider les communes jusqu'à 50% du montant des projets. Afin de faciliter les échanges entre la région et les communes et de garder une certaine cohérence dans nos actions collectives, Nantes Métropole a déployé un programme Territoire engagé pour la nature, regroupant les projets des 24 communes et qui sera présenté à la région. Donc nous candidatons évidemment à ce programme dans l'optique, entre autres, de bénéficier des subventions. Les actions mises en avant dans ce cadre-là participent à la préservation des bois lucéens par des diagnostics aboutissant à un plan de gestion bois par bois. Les objectifs sont tout d'abord la préservation de la biodiversité, la mise en place d'aménagements et de gestion favorables au maintien et à la préservation des habitats écologiques, de la faune et de la flore des boisements en prenant en compte notamment l'articulation des enjeux écologiques et sylvicoles en lien avec les usages lucéens dans les boisements. Alors quelques mots sur la méthode. À l'issue d'un diagnostic écologique faune et flore, les zones et espèces à protéger seront identifiées et un plan de gestion des quelques 1500 arbres sur les sites concernés sera réalisé. Ce plan de gestion définira les modalités d'entretien et les préconisations d'aménagement de ces espaces afin de permettre une régénération naturelle des bois et une préservation de leur biodiversité, sans oublier évidemment un côté sécurité d'espace fréquenté par les lucéens, mais aussi les non-lucéens. Alors les sites concernés sont les 4 bois, donc le bois du Seille avec le parc aux vignes pour 4 hectares, le bois du Chassé pour 3 hectares. Ces 2 bois seront diagnostiqués d'abord en 2024 et à partir de 2025, bois de la Châtaigneraie pour 3,5 hectares et le bois de la Gironnière pour 4 hectares. Le montant global estimé des premières étapes de diagnostic et le plan de gestion est de 60 000 €. On demande donc au conseil municipal de valider les actions inscrites au programme d'action, d'autoriser monsieur le maire, son représentant, à signer tout document relatif à la bonne exécution de ce programme et de solliciter toute subvention auprès des financeurs. Merci Lionel. Y a-t-il des interventions sur ce sujet? Pas d'intervention. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Merci. Délibération suivante sur les études urbaines
et sur la convention de participation financière concernant l'étude sur le centre-ville et concernant l'étude sur la route de Thoiry. Et je passe la parole à Patrick Cottrell. Oui, donc vous le savez, on a entamé, le conseil municipal a donné son accord, une étude sur le centre-ville, l'évolution du centre-ville, pour avoir un plan guide. Et nous avons confié cette étude à un groupement constitué de Laurent et de Nantes Métropole Aménagement. Nous avons également souhaité que cette étude s'accompagne d'une concertation et d'un dialogue, d'une concertation de la population et d'un dialogue citoyen approfondi. Et nous avons demandé à Nantes Métropole Aménagement de trouver un intervenant sur cet aspect spécifique. Nous avons participé à la sélection. Cette sélection s'est portée sur la coopérative, la société Scopic, qui nous a paru vraiment donner le meilleur niveau de prestation de participation. Donc, Scopic a commencé à travailler et vous avez sans doute eu affaire aux agents de Scopic dans les premières phases de cette étude. Nous comptons également approfondir cette étude, enfin cet aspect de concertation avec la possibilité d'avoir des phases d'expérimentation et d'approfondissement des choix faits. Donc, la société Scopic nous a fait cette proposition, elle nous paraît intéressante. Donc, au total, nous avons donc un compte, enfin, donc une prestation qui s'élève à 23 220, plus la tranche optionnelle que nous souhaitons pour 11 600 TTC, et d'autre part, la société Nantes Métropole Aménagement qui nous a accompagnés et qui accompagne un peu la démarche de Scopic, a vu sa rémunération passer de 7 125 à 8 625, soit toute taxe 10 355. Donc voilà un peu la proposition que nous faisons ce soir. Merci Patrick. Donc, concernant Scopic et donc la concertation, c'était dès le départ une option que nous souhaitons tout simplement accepter, enfin voilà, affermir cette option qui intègre directement le marché pour pouvoir réaliser une concertation encore plus importante qu'elle ne l'est déjà. Et je remercie d'ailleurs tous les participants, élus et habitants qui permettent d'avancer sur cette étude centre-ville que nous souhaitons tous voir évoluer. Donc, c'est un sujet qui est évidemment très important pour la municipalité. Avez-vous des questions sur ce sujet ou des remarques? Pardon, oui. Monsieur Bourget. Pas de questions, pas de remarques, c'est juste une intervention pour expliquer très rapidement notre position telle qu'elle sera sur le vote de cette délibération, qui demande en fait deux choses. Je cite, affermir la tranche optionnelle du marché de Scopic, ça c'est la première chose, et la deuxième, c'est augmenter la rémunération de la SPL-NMA pour assurer le suivi de ces nouvelles missions. Alors, pour rappel, lors de la présentation initiale en conseil municipal, c'était de mémoire en décembre 2021, on avait voté favorablement au lancement de ces études au niveau du centre-ville, cœur de ville, parce qu'elles nous apparaissaient indispensables et nécessaires pour travailler sur l'évolution du centre-ville. En revanche, nous considérons qu'il ne peut pas y avoir d'augmentation sur ces études, sur le coût de ces études, puisque ça a été calé dès le départ. Donc, vous lancez un atelier complémentaire ou atelier supplémentaire, plutôt, c'est pas complémentaire, supplémentaire de concertation que vous jugez indispensable.
Bon, à nos yeux, ce n'est pas forcément indispensable. En tout cas, c'est votre choix. Donc, on s'interroge en tout cas sur la pertinence. Factuellement, cette levée d'options, ça va coûter 13 500 € supplémentaires à la ville. Et ça ne nous apparaît pas comme recevable à nos yeux. Et donc, c'est pour ça qu'on votera contre cette délibération, alors que nous avions voté favorablement sur la délibération initiale pour le lancement des études cœur de ville. Merci. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Donc les 7 élus de l'opposition. Qui s'abstient? Cette délibération est adoptée. Délibération suivante concernant les études urbaines. Patrick Cottrell. Cette décision concernant l'étude centre-ville a été prise par le conseil municipal, ça a été rappelé. Et bien entendu, Nantes Métropole nous a assuré de sa participation financière, et pas seulement financière, puisque on croise des compétences de Nantes Métropole dans cette affaire. Par ailleurs, sur la route de Thoiret, tout le territoire qui entoure cette route de Thoiret, il nous semblait aussi important d'avoir une vision un peu prospective sur le devenir de l'urbanisme autour de cet axe-là. Là, on est vraiment beaucoup plus dans les compétences de Nantes Métropole, puisqu'on est sur l'accompagnement d'un axe de circulation important. C'est donc Nantes Métropole qui a pris la décision et qui a fait approuver cette étude, le lancement de cette étude sur l'axe de la route de Thoiret. Donc, Nantes Métropole a voté le principe, ce qui nous permet d'ailleurs de suspendre un certain nombre de demandes de permis de construire, qui nous paraissent un peu être pris trop hâtivement. Par ailleurs, donc, nous avons, puisque c'était un peu à notre demande, dit à Nantes Métropole qu'on participerait là aussi à cette étude et à son financement. Donc au total, on a des financements croisés dans un sens et dans l'autre, et cette délibération fixe ce croisement de financement à 50% de chacune des deux études. Donc Nantes Métropole et nous financerons ces deux études à hauteur de 50%. Voilà, je suis dans des modalités qui sont précisées. Merci Patrick, c'est une règle valable évidemment pour toutes les communes de la métropole. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet? Monsieur Bourgeonnet. Juste un commentaire très très rapide relatif à cette étude que vous engagez sur le périmètre de la route de Thoiret. Donc selon les explications que vous avez apportées l'autre jour en commission aménagement de la ville, donc c'est pour sécuriser les opérations et puis sécuriser les règles d'urbanisme dans le périmètre d'études. Donc sachez que notre groupe est favorable à la conduite de cette étude. Pour autant, on a appris lors de cette même commission municipale l'existence d'un comité de pilotage déjà créé, un comité de pilotage pour lequel donc, notre groupe n'a pas été associé ni convié, donc pas de sujet par rapport à cela, dont acte, c'est votre décision. Donc je profite quand même de ce conseil municipal pour vous demander de nous fournir les conclusions de cette étude, le rapport, lorsque celui-ci sera élaboré en fin de mission. Et en espérant qu'on n'aura pas à le réclamer à plusieurs reprises, comme pour l'étude de la future école, à l'est de la ville, puisqu'on l'avait réclamé à plusieurs reprises avant de l'avoir en totalité. Donc voilà, c'est une demande que je vous formule ce soir. Merci d'avance. Très bien, oui, bien sûr, on fera, comme on essaye de le faire en commission aménagement du territoire, on essaye de présenter les différents dossiers, projets immobiliers, etc. Donc on essaiera évidemment de le faire quand ce sera nécessaire, alors, sachant qu'on en est aux prémices, puisque pour l'instant c'est la méthode uniquement qui a été présentée, la prochaine étape étant de présenter le diagnostic, donc on a encore un peu le temps, mais oui, on présentera ça en commission, sans problème. Merci. Merci à tous. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Unanimité. Merci. J'en arrive aux délibérations sur l'éducation. Permettez-moi peut-être, puisqu'on va parler un instant d'éducation,
pour rendre un hommage à Philippe Héon, directeur de l'école Saint-Vincent, qui nous a quittés. C'était ce matin ses obsèques. Je souhaitais adresser, je l'ai déjà fait puisque j'étais présent ce matin, mes condoléances à sa famille, mais aussi aux membres de l'école privée. Il était présent à Saint-Luce depuis plus de 10 ans et apprécié par beaucoup de lycéens, puisqu'il a croisé plusieurs centaines d'enfants lycéens. Donc je me permettais ici ce soir de lui rendre un hommage. Merci. Et concernant les délibérations, je passe la parole à Marianne Besmoulin pour la délibération sur la modification du règlement intérieur du multi-accueil Bidibule. Merci. Les deux délibérations que je vais présenter en fait, ont pour objet les modifications des règlements intérieurs des deux multi-accueils de Saint-Luce, à savoir Bidibule et Félix Tessier. Donc, je vais donner quelques éléments d'information un peu plus précis sur Bidibule, mais qui seront aussi valables concernant Félix Tessier. Donc, le règlement intérieur des multi-accueils permet de déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement de la structure. Et il est aujourd'hui nécessaire de le modifier afin d'intégrer les derniers changements d'organisation qui doivent obligatoirement apparaître dans ce règlement de fonctionnement. Donc, les principales modifications, donc les règlements sont joints ainsi que les différentes annexes aux délibérations. Les principales modifications concernent la désignation d'un référent santé et accueil inclusif au sein du multi-accueil. Donc, ce référent est chargé d'accompagner les équipes en matière de santé, de prévention et d'accueil inclusif. Donc, par exemple, il accompagne les équipes notamment sur la mise en œuvre des protocoles d'accueil individualisés. Le référent contribue à l'élaboration des protocoles et veille à leur application. Et si nécessaire et en accord avec les représentants légaux, il peut également procéder à l'examen d'un enfant pour une éventuelle orientation médicale. Donc ça, c'est une des principales nouveautés sur ces règlements intérieurs. Dorénavant, le règlement intérieur doit également comporter la liste des nouveaux protocoles à insérer en annexe. La modulation d'accueil doit être mentionnée. Donc, il s'agit notamment de préciser l'accueil en surnombre. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. S'il y a des questions, je pourrai y répondre. Voilà, de mentionner également le soutien financier apporté par la Caisse d'allocation familiale. Une nouveauté, c'est le certificat médical obligatoire de moins de 2 mois pour tous les enfants. La suppléance des fonctions de direction qui doit être clairement indiquée dans le règlement intérieur. Et enfin, le choix du taux d'encadrement appliqué en fonction des enfants marcheurs et non marcheurs. Donc, sur nos deux structures, ce taux d'encadrement est le même. Donc, c'est un professionnel pour 5 enfants non marcheurs et un professionnel pour 8 enfants marcheurs. Voilà. Merci. Merci Marianne. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention, donc on considère que c'est présenté pour les deux multi-accueils? Oui, je rajoute juste que pour Félix Tessier, ça permet de prendre en compte le changement de délégataire, puisque nous avons un nouveau délégataire, les Petits Chaperons Rouges, depuis le 1er août 2022. Donc ça permet aussi de se mettre à jour de ce point de vue-là. Merci. Je mets au voie la délibération 16 concernant le règlement intérieur du multi-accueil Bidibule. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération 17 concernant le règlement intérieur du multi-accueil Félix Tessier. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité également. Il me reste à vous présenter l'information sur les décisions prises dans le cadre de la délégation du conseil municipal au maire. Comme d'habitude, vous avez donc la délivrance et reprise de concessions dans les cimetières, et puis vous avez donc des informations concernant les marchés et accords cadres, notamment des avenants concernant à la fois les travaux de démolition de désamiantage, les ascenseurs, la restructuration et la rénovation de l'hôtel de ville, nous en avons parlé tout à l'heure, et puis la rénovation énergétique de l'ALSH et du groupe scolaire du centre. Est-ce qu'il y a des interventions sur cela? Pas d'intervention.
ça ne donnait pas lieu à un vote. Chers collègues, ce conseil municipal est terminé. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous pour le grand pique-nique le 4 juin prochain dans le cadre de l'événement métropolitain des Bords de Loire. Donc Sainte-Luce est partenaire de cet événement et donc il y a un grand pique-nique avec un spectacle qui est prévu ainsi qu'une vélo-parade. Donc on aura plaisir à vous y retrouver. Bonne soirée à toutes et à tous.